Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, voilà, pour introduire ces assises à Paris, eh ben, on pensait que c'était utile de reprendre les bases et donc de réexpliquer quels impacts l'aviation a sur le climat. Donc, je ne sais pas, juste une petite prise de température dans la salle. Qui a entendu parler ou connaît les effets non CO2 ? Il y a du monde quand même. Qui sait ce que c'est Corsia ? Ouais, ok, ça va. Pas trop ? Ok. Très bien. Bon, eh ben, on va reprendre ça donc, avec nos trois intervenants. Donc, c'est une table ronde complète ingénieur, moi y compris d'ailleurs, mais je ne vais pas trop parler. Et donc, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Aurélien Bigot, qui est donc, tout au bout là-bas, est chercheur sur la transition énergétique et auteur d'une thèse, donc Les transports face aux défis de la transition énergétique, exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Ensuite, nous avons donc Charles-Adrien Louis, qui est cofondateur du cabinet de conseil BL Evolution et qui travaille, qui accompagne au quotidien les entreprises et les territoires dans leur démarche de transition énergétique et qui est notamment co-auteur du rapport Pouvons-nous encore prendre l'avion qui est paru au lendemain du premier confinement en 2020. Voilà. Et puis Éric Lombard, qui est donc animateur du réseau Stay Grounded France, donc Rester sur Terre, et notamment auteur d'un certain nombre de papiers pour Stay Grounded, et en particulier sur les effets non CO2 dont on va vous parler tout à l'heure. Voilà, donc sans plus attendre, on peut commencer à introduire cette table ronde. Et la grande question, en fait, que tout le monde se pose, c'est quel est l'impact de l'avion sur le climat et pourquoi est-ce qu'on entend toujours tout un tas de chiffres très très différents. Pourquoi, alors, est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 3,5%? C'est quoi exactement, en fait, l'impact de l'aviation sur le climat? Et donc, je te propose, Charles-Adrien, de commencer à nous expliquer pourquoi on entend tous ces chiffres et à quoi ils correspondent. Très bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, avant de vous présenter un tableau un peu barbare, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on entend plein de chiffres et pourquoi est-ce que chacun voit midi à sa porte et donc présente les chiffres qui l'intéressent. Donc, déjà, je vais me concentrer uniquement sur le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui va être émis par, et ça c'est la grande question, par quoi? Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'intéresse à l'aviation en France ou à l'aviation dans le monde? En fonction, évidemment, la part peut être différente. Ensuite, on peut se demander, est-ce qu'on s'intéresse à l'impact depuis 1800? Quelle est la part de l'ensemble du secteur aérien dans les émissions de gaz à effet de serre depuis le début des émissions humaines, on va dire? Ou est-ce qu'on s'intéresse à l'impact de l'année dernière? En plus, l'année dernière, elle est spéciale, donc de l'année 2019. Ensuite, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on prend en compte dans le périmètre. Est-ce que je m'intéresse uniquement au CO2 qui est en fait du kérosène brûlé en vol? Est-ce que je m'intéresse aussi au roulage sur les pistes? Est-ce que je m'intéresse à la construction des avions? Est-ce que je m'intéresse au procédé d'extraction du carburant et le raffinage qui a permis d'avoir du kérosène? Est-ce que je m'intéresse à la construction des aéroports? Est-ce que je m'intéresse aux émissions liées aux véhicules individuels ou collectifs qui ont permis de se rendre sur le lieu de l'aéroport? Est-ce que je m'intéresse aux émissions du secteur du tourisme de manière générale? Et en fonction de ça, évidemment, les chiffres sont très différents. Sauf qu'il faut les remettre en comparaison avec ceux dont on parle. Quand quelqu'un dit « l'aviation, c'est 1 million d'emplois en France », parce que je compte toute l'industrie de construction de l'aviation et tout le secteur touristique qui vit grâce à l'aviation, et bien dans ces cas-là, on doit le mettre en comparaison avec les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Si on s'intéresse uniquement aux 72 000 emplois qui sont liés au décollage et à l'atterrissage des avions, en gros, dans ces cas-là, on peut comparer uniquement au kérosène qui envole. Mais il faut comparer l'un et l'autre, et souvent, on va avoir un biais qui est de comparer l'emploi global avec les émissions directes pures, ou l'autre biais qui est de comparer l'emploi direct pur avec les émissions globales de tous les secteurs. Voilà, donc c'est un peu tous ces éléments qu'il faut avoir en tête avant de parler des chiffres exacts. Enfin, il y a encore d'autres questionnements. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde les règles de comptabilité internationale sur les émissions du secteur aérien,
eh bien, on les répartit de la manière suivante, c'est qu'un pays dans lequel le vol part et arrive dans le même pays, par exemple un vol Paris-Marseille, les émissions sont comptabilisées en France. Dès que le vol est international, ça part ailleurs, ça part dans un dispositif spécifique qui sont les émissions du secteur aérien international, qui est en fait une partie supplémentaire. Quand on parle de conférence des parties, eh bien vous avez des États et puis vous avez deux secteurs à part, l'aérien et le fret maritime international, qui ont tous deux leurs règles de réduction des émissions. Sauf que ça ne permet pas de se rendre compte de l'impact en France, par exemple. Donc du coup, il faut des conventions. La convention en général, c'est de dire que quand on fait un vol, par exemple Paris-Pékin, la moitié du vol rentre pour la France, l'autre moitié du vol rentre pour la Chine. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir des chiffres, en tout cas quand on vous dit l'impact CO2 de l'aviation en France, y compris les vols internationaux, c'est de cette manière que c'est calculé. On s'intéresse uniquement au kérosène brûlé dans les phases de roulage et de vol des avions sur la moitié de leur trajet quand ils partent à l'international. Or, vous avez tous, je pense, en tête les chiffres d'empreinte carbone des individus. On parle de 10 ou 11 tonnes équivalent CO2 en France. On dit qu'en 2050, on doit être à 1,3 tonnes équivalent CO2 si on veut être en lien avec la neutralité carbone en France. Et donc, il faut diviser par 6 ou 8 nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on prend l'aviation? Comment est-ce qu'on intègre le secteur de l'aviation dans ces 10 ou 12 tonnes? Eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre l'ensemble des émissions liées au vol des Français, puisqu'on s'intéresse à l'empreinte carbone française. C'est-à-dire l'ensemble du vol d'un Français qui part à Pékin, mais aussi le vol du Français qui fait en avion Pékin-Bangkok, et le vol du Français qui fait en avion Bangkok-Sydney, etc. C'est-à-dire tous les vols internationaux sans lien avec la France. Et si on veut inclure l'impact économique du secteur touristique, on devrait prendre également l'ensemble des vols des touristes qui se rendent en France pour développer le secteur touristique français, on va dire. Et donc, en fait, avec tout ce que je vous ai dit là, eh bien, on se retrouve avec des tas de données différentes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire le secteur aérien, c'est tant, sans préciser de quoi est-ce qu'on parle. Donc peut-être, je ne sais pas si tu peux passer... voilà, j'ai essayé de résumer ça dans un tableau imbitable. Mais qui permet de dire pourquoi est-ce que je peux vous dire avec assurance que les émissions du secteur aérien c'est 1,2% ou je peux vous dire avec assurance que c'est 16,5% des émissions. Tout dépend de quoi on parle. Donc le chiffre le plus faible, 1,2%, en fait c'est les émissions uniquement du kérosène brûlé par les vols intérieurs en France rapportés à l'inventaire national en France. Ensuite, vous avez différentes lignes. Alors les effets non CO2, je ne vais pas en parler puisque Eric va le détailler après. Mais simplement pour prendre le chiffre qui pour moi est le plus cohérent, c'est de prendre l'empreinte carbone de l'aviation, tout GES confondu, hors touristes, c'est-à-dire uniquement les Français qui se déplacent en avion partout dans le monde, et on arrive à 7,3%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, je ne prends pas 2020 parce que c'est particulier, 7,3% de l'empreinte carbone des Français, c'est l'aérien. Et on va voir après pourquoi est-ce que c'est beaucoup. Alors pour terminer, avant de passer la parole à Aurélien, je vais juste vous dire les chiffres officiels français et mondiaux. Comme ça, vous pouvez avoir ça en tête. En 2019, les émissions de CO2 pour le transport aérien en France, c'est 23,4 millions de tonnes équivalent CO2. C'est 4,8 millions de tonnes en vol intérieur et c'est 18,5 millions de tonnes pour la demi-part des vols internationaux. Ça représente 4% des émissions de CO2 du secteur des transports. Les 5 millions de tonnes intérieures représentent 4% des émissions du secteur du transport en France et 1,6% des émissions totales de l'offre France selon l'inventaire national des émissions. Si on réintègre les émissions du transport aérien, le secteur aérien est à l'origine de 6,4% des émissions de CO2 de la France en 2018. Voilà, donc ça, ce sont les chiffres CITEPA, c'est-à-dire organisme officiel d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on veut prendre un chiffre en prenant en compte uniquement les émissions CO2, c'est 6,4% des émissions nationales françaises selon le CITEPA. Et enfin, au niveau monde,
La donnée importante, c'est de savoir que le secteur aérien, uniquement kérosène brûlé, c'est 1 milliard de tonnes équivalent CO2 chaque année. Hors année 2020, évidemment, qui est particulière. Voilà, 1 milliard de tonnes équivalent CO2, c'est un chiffre qui doit parler, ça fait à peu près entre 2 et 2,5%, j'ai même le chiffre exact, 2,5%, me souffle-t-on, 2,8% même, si on prend en compte les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, et donc sans prendre en compte le changement d'affectation des terres. Voilà, au niveau mondial, ça représente ça. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à un certain nombre d'autres facteurs et pourquoi ces chiffres sont représentatifs ou pas représentatifs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air de fonctionner. Moi, je vais revenir au-delà de ces chiffres du coup assez globaux qui tiennent compte donc du secteur de l'aérien dans son ensemble, quelles sont les émissions qui y sont liées. Là, c'est un graphique plutôt pour comparer le transport aérien avec d'autres modes de transport. Souvent, les chiffres qu'on peut voir sur ce sujet-là, moi je vais avoir le même discours que Charles-Adrien sur le fait que les différentes mesures peuvent être pertinentes. Je vais vous montrer différents chiffres. Chacun peut être pertinent selon la question qu'on se pose. Donc c'est encore une question de périmètre et là un peu plus quelle mesure est la plus pertinente pour comparer différents modes de transport en termes d'émissions de CO2. Donc là, sur ce graphique-là, ce sont les émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Donc ça nous indique, par exemple, si jamais on fait un trajet, c'est souvent l'exemple du Paris-Marseille qui va être pris, si jamais on le fait en avion, en train ou bien en voiture, qu'est-ce qui va être le plus polluant? Donc ce qu'on peut voir sur ce type de graphique, c'est que, en gros, entre l'avion, la voiture longue distance, et là c'est voiture courte distance ou voiture sur l'ensemble des trajets, on voit en tout cas qu'en ordre de grandeur, on est à peu près sur des émissions similaires. Donc après ça va dépendre, selon les chiffres qu'on regarde, est-ce qu'on prend en compte pour la voiture longue distance qu'il y a une seule personne dans la voiture ou est-ce qu'il y en a plus? En général les transports longue distance en voiture sont mieux remplis, c'est de l'ordre de 2,2 personnes par voiture alors qu'en moyenne on est beaucoup plus faible sur la courte distance. Donc l'avion par rapport à la voiture, par kilomètre parcouru, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est des choses qu'on entend assez souvent. Et par rapport, donc c'est plus émetteur que les bus et les cars, et encore plus que le train. Si on compare au TGV, il y a souvent des chiffres de l'ordre de 50 fois plus émetteurs qui sortent. Ça, c'est en tenant compte des émissions de CO2 de combustion de l'énergie, de combustion du kérosène, et aussi en tenant compte de la production, des émissions liées à la production de l'énergie. Donc voilà un petit peu sur ces premiers chiffres par kilomètre parcouru. Mais ensuite, si jamais on veut regarder de manière un peu plus générale, on peut se demander quels sont les usages des différents modes de transport. Bien évidemment, on ne fait pas les mêmes trajets, que ce soit en bus, en voiture ou en avion. Et c'est là que ça peut être pertinent d'ajouter certaines autres mesures. Hier, il y a quelqu'un qui me disait que en revenant de Turquie dans l'avion, il y avait le pilote qui avait expliqué justement que le transport aérien, c'était aussi polluant que la voiture, donc cette mesure du kilomètre parcouru. Mais ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que toutes ces personnes seraient parties peut-être pour une semaine, peut-être pour moins, peut-être pour un peu plus, en Turquie depuis la France, si jamais elles avaient que la voiture à disposition et pas l'avion? On peut se douter que la réponse c'est non, et que l'avion permet de faire des trajets que les autres modes de transport ne permettent pas de faire. Donc notamment une rapidité des trajets qui est extrêmement importante et qui permet en fait d'avoir des destinations, d'influencer la destination. C'est-à-dire que quand on se dit je pars en vacances en avion, eh bien potentiellement on peut avoir accès à des destinations beaucoup plus lointaines que si on se dit j'ai envie de partir en voiture, j'ai envie de partir en train ou autre. Et ce qu'on observe en tout cas, c'est que les temps de transport et du coup l'influence de la vitesse des modes de transport, ça c'est quelque chose vraiment de déterminant dans les comportements des voyageurs. Sur l'ensemble de nos mobilités, on fait à peu près 1 heure de transport par jour et par personne. Du coup, si jamais on utilise plutôt la marche à pied ou plutôt la voiture, on va faire des distances extrêmement différentes. Et bien, c'est la même chose pour la longue distance. Quand on compare les usages de différents modes de transport utilisés sur la longue distance, donc que ce soit si on prend la voiture, si on prend l'autocar, si on prend le TGV, si on prend
les intercités ou si on prend l'avion, eh bien, on se rend compte qu'en moyenne, ces modes de transport utilisés sur la longue distance, ils sont utilisés pour des durées de trajet de l'ordre de 3 à 4 heures. Donc 3 à 4 heures, bien sûr, en autocar, qui roule à moins de 100 km/h et en moyenne, en vitesse moyenne encore plus faible, eh bien, ça va nous amener à changer de région. Si jamais on prend le TGV en 3/4 d'heure, on peut, en 3-4 heures, pardon, on peut, ou en trajet en train, en tout cas, on peut traverser la France avec un TGV. 3-4 heures en moyenne en avion, ça peut permettre de changer de continent. Et c'est bien ça, du coup, ce que permet en tout cas le transport aérien. C'est notamment, en tout cas, quand on regarde les émissions de CO2 par kilomètre, c'est quand même parmi les modes les plus polluants. Mais surtout, si on tient compte du fait que le mode de transport permet d'aller bien plus loin, à ce moment-là, on peut en arriver à des mesures qui sont plus importantes en termes d'impact du transport aérien par rapport à d'autres modes. Donc là, c'est deux autres mesures qui sont proposées ici. C'est du coup, si on veut regarder quel est l'impact d'un report modal, par exemple, de soit je pars en voiture pour 3-4 heures en moyenne sur mes trajets longue distance, ou je pars en avion pour 3-4 heures, pour regarder quel est l'impact sur les émissions de remplacer des heures de voiture par des heures d'avion, eh bien, il faut regarder quelles sont les émissions de CO2 de la voiture et de l'avion par heure de transport. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en gros, l'avion par rapport à la voiture utilisée sur la longue distance, c'est de l'ordre d'un petit peu plus de 10 fois plus d'émissions. Donc c'est pour ça, après, que si on en prend une autre mesure encore, par les émissions de CO2 par trajet, on en est aussi à des choses assez similaires, donc de l'avion par trajet longue distance, qui est à peu près 10 fois plus émetteur que de prendre la voiture pour la longue distance. Donc ça, c'est pour mettre un petit peu en perspective. En tout cas, selon les chiffres qu'on utilise et selon la question qu'on se pose, si on regarde sur un trajet en particulier, c'est pertinent de prendre en compte la mesure par kilomètre parcouru. Mais si on prend les impacts un peu plus sur le long terme ou des choix de destination ou des choix de mode de transport qu'on va avoir pour nos trajets longue distance, à ce moment-là, ça peut être intéressant de regarder d'autres critères qui permettent éventuellement de mieux comprendre pourquoi, si on fait plein d'efforts au quotidien pendant toute l'année et qu'on part à l'autre bout du monde une fois en vacances, c'est que ça correspond que à 2 trajets, un aller-retour, et bien pourquoi dans un bilan carbone, ça peut compter beaucoup plus que les multiples trajets qu'on peut faire, peut-être plus au quotidien ou autre en voiture, par exemple, qui dans un bilan carbone personnel va compter moins, en tout cas en proportion par trajet parcouru, bien évidemment, que des trajets en avion. Voilà un petit peu pour ces éléments. Merci beaucoup. Donc on espère que vous n'avez pas lâché là avec tous les chiffres qu'on vous assène. Et on va continuer avec Eric qui va nous présenter, du coup, parce que là on a vraiment parlé que du CO2. Et il y a aussi donc, tout un pan en fait, de l'impact climatique de l'avion qui est lié aux effets non CO2. Et donc on va essayer d'explorer un petit peu ça avec Eric. Oui, bonjour. Les effets non CO2, donc j'ai vu que c'était quand même assez connu. Au moins en gros ce que c'est. Je vais rentrer un tout petit peu dans les détails sans vous noyer parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Le kérosène, c'est des hydrocarbures, c'est-à-dire c'est de l'hydrogène et du carbone. Donc l'hydrogène, le carbone quand il brûle ça fait du CO2 et l'hydrogène quand il brûle ça fait de l'eau. Et cette eau, c'est la vapeur d'eau à la sortie des réacteurs, elle condense et même elle cristallise parce qu'il fait très froid là-haut pour donner les fameuses traînées blanches et qui ensuite peuvent se transformer selon les conditions atmosphériques en cirrus qui peuvent rester un peu plus longtemps dans l'atmosphère. Et puis il y a un troisième larron qui s'invite, c'est l'azote de l'air qui est le comburant, on a tous appris à l'école que c'était un gaz inerte. Ben non, il n'est pas tout à fait inerte parce qu'à très haute température dans les réacteurs, il y a une petite partie de l'azote qui s'oxyde et qui forme les oxydes d'azote, les NOx. Et donc les 2 principaux effets non CO2 sont dus aux traînées de condensation et aux NOx. Alors je vais m'attarder un petit peu sur les traînées et les cirrus. Il faut savoir que c'est refroidissant le jour parce qu'ils réfléchissent la lumière du soleil, mais que c'est réchauffant
la nuit parce que ça fait une espèce de couverture qui empêche la chaleur de ressortir de la Terre. Ça a un impact très important sur le forçage radiatif. Le forçage radiatif, c'est une mesure du réchauffement. Selon David Lee et ses collaborateurs, une publication qui fait référence maintenant, qui a été publiée en fin d'année dernière, c'est près de 2 fois plus que le CO2. C'est-à-dire le NOx plus les traînées, c'est 2 fois plus que le CO2. Alors, en fait, ce n'est pas les traînées, c'est surtout les cirrus. Les cirrus, ça serait 90% et les traînées 10%. Une chose à connaître, parce qu'après c'est un moyen de réduire ces fameuses traînées, c'est que pour que les traînées se forment, il faut des noyaux de condensation, c'est-à-dire des germes, des amorces dans l'atmosphère qui sont les principales amorces et les suies qui résultent de la combustion du kérosène. Ce qu'il faut savoir aussi sur les traînées, c'est que, et les cirrus surtout, puisque je vous rappelle, c'est surtout les cirrus qui sont problématiques. Il y a que très peu de vols qui donnent lieu à des cirrus. En fait 2% des vols créent 80% du forçage radiatif des traînées cirrus. Et tous les carburants sont concernés. Donc le kérosène, on en a parlé, mais les carburants alternatifs dont on commence à parler, les biocarburants ou les carburants de synthèse, produiront aussi des traînées, mais peut-être directionnellement moins, et on verra pourquoi après. Enfin non, je vais vous le dire maintenant, parce que je risque d'oublier. En fait, ces carburants produisent moins de suie, donc ils font moins de traînées. Quant à l'hydrogène, elle produit 2 fois plus d'eau, mais pas du tout de suie, parce qu'il n'y a pas de carbone, dans l'hydrogène, donc il n'y a pas de suie. Donc on ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas trop ce que ça donnera. On pense que directionnellement, ça devrait faire un peu moins de traînées, mais on ne sait pas trop. Alors je vais passer au deuxième larron des effets non CO2, donc les NOx. Les NOx, ce n'est pas des gaz à effet de serre. Contrairement au protoxyde d'azote N2O, qui lui est un puissant gaz à effet de serre. Mais les NOx produisent de l'ozone, ils réagissent dans l'atmosphère pour produire de l'ozone et détruire du méthane. Et l'ozone est un gaz à effet de serre et le méthane aussi. Et globalement, on a un réchauffement net. L'impact est controversé. En gros, certains disent que c'est à peu près la moitié de celui du CO2, d'autres disent que c'est à peu près autant que le CO2. C'est discuté. Mais là, tous les carburants sont concernés parce que tous les carburants en brûlant fournissent de la chaleur à très haute température et donc oxydent un petit peu de l'azote de l'air. Donc les carburants alternatifs ne feront rien pour les NOx. Alors, quelle contribution au réchauffement climatique? Donc là, je vais compléter les chiffres que Charles-Adrien avait donnés pour le CO2. Alors, il faut bien distinguer 2 choses. Ce que disent David Lee et les autres, c'est que... oui, merci pour le slide. C'est que l'aviation est responsable de 3,5% du forçage radiatif total. Donc 1/3 de CO2 en noir là-haut et 2/3 de non-CO2, hors CO2 en jaune. Alors c'est effectivement 3,5%, mais à ce jour, c'est-à-dire que c'est le résultat du passé. Vous savez qu'aujourd'hui on est à peu près à 1,1, 1,2 degrés de réchauffement. Là-dessus, l'avion a une part. Cette part, c'est 3,5% de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on prend l'avion aujourd'hui, on va réchauffer un peu plus l'atmosphère. Donc on va augmenter 1,2, 1,3, 1,5, 3 degrés, 5 degrés. Et donc quand on regarde la part de l'aviation d'aujourd'hui dans le réchauffement qu'on crée pour le futur, c'est plus de 3,5, c'est 5,9.
Voilà. Alors, je vais passer à une petite partie qui est peut-être un petit peu plus difficile. C'est que, justement, pour arriver à faire ce calcul de 5,9, il faut arriver à combiner le CO2 et les traînées et les NOx, et les additionner. Alors, c'est des choux et des carottes, c'est un peu difficile, parce que ils ont des durées de vie très différentes. Le CO2, vous savez, a une durée de vie d'au moins 100 ans, s'accumule dans l'atmosphère, alors que les effets non CO2 ne durent pas. Les cirrus, bon, les traînées, ça va de 5 minutes à 1 heure. Les cirrus, ça peut durer une journée, voire 2 journées, mais pas plus. Et l'ozone qui est dérivé des NOx, c'est à peu près 1 mois. Donc c'est vraiment rien par rapport au CO2 qui dure 100 ans. Alors, on pourrait dire que les effets non CO2, c'est pas grave, parce que, bon, ils durent pas longtemps, il suffit d'arrêter les avions, comme ça s'est passé le 11 septembre, comme ça s'est passé quand le volcan islandais a été en éruption, comme ça s'est passé, ça se passe encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, en fait, les avions, ils s'arrêtent jamais. La meilleure preuve, le volcan, après, il s'est arrêté de cracher, les avions sont revenus. Le Covid, il va bien s'arrêter un jour, les avions vont revenir, et même, on a une croissance du trafic, donc ces effets non CO2, ils ne font que croître. Parce que c'est comme, imaginez-vous une couette, et une couette qui est au-dessus de nous, qui nous réchauffe, et l'épaisseur de la couette, elle est proportionnelle au nombre d'avions qu'il y a en l'air. Donc, et cette couette est énorme par rapport à ce que représente le CO2. Le CO2, il est fort parce que ça fait des dizaines d'années qu'il s'accumule dans l'atmosphère, mais les effets non CO2 sont extrêmement forts vu leur très faible durée de vie. Hein, je vous rappelle, on est à 3 fois plus, enfin 2 fois, le jaune est 2 fois plus fort que le noir. Alors, je vais passer parce que je ne veux pas être trop long. Le problème avec les effets non CO2, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune norme, aucun bilan qui est fait. Quand les pays font leur rapport dans le cadre de l'accord de Paris, il y a un reporting très, très cadré pour le CO2, mais il n'y a absolument rien pour le non CO2. Pas de normes, pas de limites, et donc pas de politique de réduction. Cependant, ça commence. En fait, tout le monde s'abrite derrière le fait que c'est compliqué et qu'on ne sait pas tout. Mais la Commission européenne a émis des recommandations en novembre 2020, donc c'est tout récent, qui ont été soumises au Parlement européen. Espérons que ça ne va pas être enterré. Et pourtant, c'est assez facile de réduire les effets non CO2 et surtout très efficace. Parce que quand on y réfléchit bien, quand on baisse les émissions de CO2, on ne fait que ralentir le réchauffement. Parce qu'au lieu d'envoyer 100 CO2 dans l'atmosphère, on n'envoie plus que 95. Mais on envoie toujours 95 de CO2 et qui s'accumulent. Alors que les effets non CO2, si on enlève définitivement 5% des avions, et bien ma couette, elle se réduit définitivement de 5%. Donc on réduit immédiatement le réchauffement. Alors qu'avec le CO2, on ne fait que le ralentir. Alors il faut bien avoir ça en tête. Et alors, il y a même, dans l'équipe de David Lee, dont je parlais tout à l'heure, il y a un scientifique, il y a un chercheur allemand qui a fait des simulations et qui a montré que si on faisait une décroissance de l'aviation de 2,5% par an, une décroissance continue pendant un certain nombre d'années, et ben ça permettait d'arrêter le réchauffement de l'aviation. Alors que d'autres secteurs qui font une décroissance de 2,5% par an, ils continuent à réchauffer, moins rapidement, mais ils continuent à réchauffer. Alors que l'aviation, grâce à cet effet levier des effets non CO2, pourrait tout de suite baisser le réchauffement. Et il y a des moyens
de le faire, qui sont très, bon, je vais pas dire très faciles, mais qui sont, je vais vous en citer deux, qui sont cités dans ce fameux rapport européen. Premier, c'est de réduire les émissions de suie, qui permettent d'avoir moins de traînées. Et ça, il suffit entre guillemets, d'hydrogéner le kérosène, c'est-à-dire de lui ajouter de l'hydrogène. C'est une opération qui est classique en raffinerie. Et un autre moyen, c'est de jouer sur les 2% de vol qui créent des traînées, qui créent l'essentiel des traînées, en contournant les zones propices à la formation des traînées, qui sont des zones froides et humides. Et donc, il y a des simulations qui ont été faites en montant de 2000 pieds, 600 mètres, ou en baissant de 2000 pieds. Ben, on arrive à éliminer une très grande partie de ces traînées. Voilà, alors je voudrais juste, alors je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais on avait dit quand même, parce que c'est une chose importante, il ne faut pas oublier, donc on a parlé du CO2, du non-CO2, mais il ne faut pas oublier les effets au voisinage des aéroports, du bruit et de la pollution atmosphérique. Donc les avions qui émettent des particules, des suies, des NOx, ils les émettent au ras du sol et ça impacte les habitants qui habitent près des aéroports. Il y aura une autre table ronde qui va aborder ce sujet. Ouais, merci beaucoup Eric de l'avoir rappelé, parce que c'est vrai que là on parle vraiment que du climat et que du coup de l'impact sur le climat sur cette table ronde, mais ce sera demain, on parlera donc notamment de lutte contre les extensions d'aéroports demain matin et d'impact sur les riverains, donc pollution atmosphérique et nuisances sonores. Très bien. Maintenant qu'on vous a fait donc, le topo complet, vous savez parfaitement quels chiffres citer, etc. Il y aura une interro à la fin. On va se poser la question peut-être de comment est-ce qu'on peut réduire. Donc, Eric a commencé un petit peu à l'esquisser, mais quels sont en fait les leviers pour réduire l'impact de l'aviation sur le climat. Donc, on ne va pas tout brosser parce qu'il y aura d'autres tables rondes ce week-end pour en parler. Mais en tout cas, on va esquisser un petit peu les différentes possibilités et les différents leviers à notre disposition. Et donc, notamment, on voulait vous parler de la comptabilité internationale et des engagements des États vis-à-vis de la réduction des émissions du secteur aérien. Alors, ouais. Ok, donc je vais parler rapidement de Corsia. Corsia, pas mal de mains s'étaient levées. Maintenant, c'est pour bien rappeler ce qu'il y a derrière et en quoi, pour moi, c'est incompatible avec l'enjeu international. Donc, tout d'abord, pour les normes de comptabilité, comme je vous ai dit, les vols nationaux, c'est de la responsabilité de chaque État. Donc, ça rentre dans les engagements nationaux qui sont transmis à l'accord 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc en France, quand on dit on va réduire de temps et on va atteindre la neutralité carbone en 2050, on intègre dedans les vols nationaux. Alors en France, on a une petite particularité, c'est que les vols nationaux, ça inclut les Outre-mer. Et du coup, la moitié de nos vols nationaux sont en fait des vols intercontinentaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à savoir. Maintenant, tout ça cumulé ne représente que 5 millions de tonnes, comme je disais tout à l'heure, et pas les 23 millions de tonnes uniquement sur le CO2 et sans compter les autres effets. Donc, pour les vols internationaux, eh bien, en fait, c'est une partie à part. C'est l'aviation internationale qui se fixe elle-même ses règles. Et ces règles passent par le système Corsia. Donc, ce système-là, c'est un engagement pris par l'aviation internationale de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, cet engagement, comment est-ce qu'il a été calculé ? Eh bien, l'aviation internationale nous a dit avant 2020, on va prendre la moyenne des émissions 2019-2020 et on va dire qu'on n'augmente pas par rapport à cette moyenne. Bon, 2020, ça a été drastiquement réduit et ils se sont dit, en fait, l'année 2019, c'est bien, on va garder l'année 2019. Donc, on joue, mais pas non plus jusqu'au bout. Donc, ça, ce que vous voyez, c'est cette courbe-là, c'est ce chiffre-là. Voilà, à partir de 2019, oui, du coup, les émissions sont plafonnées dans le système Corsia. Et le secteur aérien s'engage à ne pas émettre plus que ses émissions. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. Il ne s'engage pas à ne pas émettre plus, il s'engage à ce que ce qui est émis en plus soit compensé. Et ça, c'est la partie rouge qui est présente ici, où vous voyez qu'en gros, entre 2020 et quasiment 2040, le secteur est conscient
ou en tout cas se fixe comme objectif de continuer d'émettre plus de CO2, mais de le compenser par différents mécanismes de compensation. Ce que vous voyez en vert, c'est la poursuite des progrès technologiques liés aux infrastructures, liés aux opérations, etc. Et donc leur impact cumulé global. Et enfin, ce que vous avez en bleu sur la fin, eh bien, c'est les mesures supplémentaires qu'il faut prendre pour respecter l'engagement qui est la courbe rouge par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on maîtrise actuellement. Donc tout ça, ça part à la fois sur les changements de carburant. Donc ça, Eric en a un peu parlé, notamment utiliser du biofuel, donc du kérosène vert, si on peut dire. Et d'autre part, ça part sur des changements de technologie. Alors en France, on a beaucoup cité, avec la crise du secteur aérien, l'avion à hydrogène. Donc c'est ce genre de technologie qui serait peu émissive, ou très peu émissive de CO2. Encore une fois, uniquement sur les phases de roulage et de vol. On ne s'intéresse pas à la construction des avions ici. Donc voilà l'objectif du secteur. Maintenant, si on veut le comparer, et puis j'ai aussi un autre élément à ajouter, je vous ai mis ici le budget carbone que cela représente. Et en fait, le budget carbone, c'est important puisque c'est ce chiffre-là qui est communiqué par le GIEC, ou en tout cas par les études qui sont faites sur combien est-ce qu'on peut émettre au maximum de CO2 pour ne pas dépasser certaines conditions de changement climatique, donc souvent qu'on extrapole en donnant des mesures de température. Donc là, en grosso modo, pour rester dans un scénario 1,5 degré de changement climatique, il ne faut pas émettre plus de 400 milliards de tonnes équivalent CO2 au niveau mondial. Et pour rester sous 2 degrés, il ne faut pas émettre plus de 900 milliards de tonnes équivalent CO2 au niveau mondial jusqu'à 2100. Voilà. Et donc quelle est la part que s'accapare le secteur aérien dans ces chiffres-là? Encore une fois, uniquement CO2. Et ben vous voyez que le budget carbone réservé, c'est-à-dire la partie blanche sous l'aire de la courbe, c'est 27,5 milliards de tonnes équivalent CO2. Donc si le secteur aérien tient ses engagements et fait exactement tout ce qu'il a dit et donc suit cette courbe rouge, il affirme que d'ici 2050, il va émettre quasiment 30 milliards de tonnes équivalent CO2. Et là encore, je ne prends pas en compte toutes les émissions liées à la construction des aéronefs, à la construction des aéroports, aux voitures pourcentage sur les aéroports et aux effets non CO2. Donc on voit que si on se dit que la mesure intéressante, celle qui permet de conserver une vie agréable sur Terre, c'est 1,5 degré, ça veut dire que le secteur considère que 7 à 8% des émissions de gaz à effet de serre à venir, ce sera pour l'aérien. Si maintenant on s'intéresse au budget global, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à la courbe bleue, eh bien on arrive à peu près à 60 milliards de tonnes équivalent CO2, donc ce qui là représente un peu plus de 10%, ça fait 15% du budget 1,5 degré et 7% du budget 2 degrés. Alors pourquoi est-ce que je dis que je ne crois pas forcément à cette courbe-là? C'est pas qu'une question de croyance, en fait c'est une question de réflexion sectorielle ou systémique. Et en fait c'est un biais que l'on retrouve dans tous les secteurs qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors je dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est extrêmement bien de réfléchir à ça et de trouver les leviers qu'on a. Mais après il faut une réflexion systémique qui est de se dire qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce qui serait privé à d'autres secteurs si je le faisais. Et en général, quand l'aviation parle des biofuels et de la capacité qu'elle pourrait avoir à changer son système de carburant, elle s'accapare l'intégralité des terres qui serviraient à faire du biofuel. Ça veut dire que ce biofuel ne peut plus servir au transport maritime, il ne peut plus servir au transport terrestre, et ce sont des résidus qui ne peuvent pas servir non plus à méthaniser et donc à créer de la chaleur pour l'habitat. Ça pourrait être OK si c'est la règle qu'on se définit ensemble. Sauf que si le secteur aérien veut utiliser 100% des biofuels, que le secteur des transports terrestres veut utiliser 100% des biofuels, et que les producteurs de gaz vert en France ou dans le monde veulent utiliser la matière pour faire du méthane, eh ben ça ne passe pas. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un secteur qui définit seul ses règles sans une réflexion systémique avec l'ensemble des autres systèmes pour savoir cette masse de carburant disponible, est-ce qu'on la réserve pour l'aviation parce que c'est notre priorité, ou est-ce qu'on la réserve pour le transport terrestre parce que c'est notre priorité, ou est-ce qu'on la réserve pour faire de la chaleur parce que c'est notre priorité. Donc voilà pour le système Corsia, et puis après je crois que je vais laisser Aurélien compléter sur les leviers de décarbonation. Ouais, merci beaucoup c'était très clair. Et ouais, Aurélien, je te laisse compléter. Ensuite,
noter vos questions, puisqu'on s'accordera un petit temps de discussion avec la salle. Donc, voilà. Je voudrais juste dire un mot sur les solutions technologiques, donc la partie bleue, l'hydrogène, les biocarburants, etc. Stay Grounded, rester sur Terre, vient de sortir des fiches qui sont à votre disposition au fond de la salle. Oui, tout à fait. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient des photos des slides, mais il y a aussi ce que tu avais montré sur les effets CO2, non CO2, c'est en ligne sur le site de Stay Grounded pour celles et ceux qui veulent le retrouver. Pas cette présentation-là, mais peut-être qu'on pourra l'envoyer, on verra avec notre choix pour... Ouais, pas de problème. Ouais, le tableau illisible, vous pouvez... Alors le tableau illisible, il est dans le rapport BL Evolution, pouvons-nous encore prendre l'avion ? Voilà. Aurélien, c'est à toi pour les leviers de transition, en particulier en France. Oui, peut-être juste en tout cas citer ces 5 leviers de transition, de la transition énergétique des transports. Ça, ce sont 5 leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone. Donc pour réduire les émissions des transports, aussi bien de voyageurs que de marchandises, on peut utiliser ces 5 leviers et on peut aussi les utiliser pour regarder comment pourrait évoluer l'impact carbone du transport aérien aussi de son côté. Et en fait, ces 5 leviers, globalement, on peut les multiplier, donc on peut suivre l'évolution de chaque levier et se dire est-ce que c'est compatible avec une baisse de tant de pourcents qu'on voudrait souhaiter sur les émissions de CO2, par exemple, du transport aérien. Ces 5 leviers, pour les citer, donc le premier, c'est celui de la modération de la demande de transport. Donc souvent, on entend ça comme les kilomètres parcourus. Donc là, la modération de la demande de transport dans son ensemble, on peut l'appliquer à l'ensemble des voyages, si on veut comparer à la fois, si on veut tenir compte ici à la fois des voyages en avion, en train, en voiture, etc. Et du coup, pour limiter les distances, ça peut être de partir à des destinations moins lointaines, ça peut être de partir moins souvent, éventuellement en restant plus longtemps sur place. Ça peut être des changements de ce type-là qui permettent, en tout cas sur les kilomètres parcourus dans l'ensemble, sur le secteur, disons, du tourisme ou des transports longue distance, de parcourir moins de kilomètres. Ensuite, le second levier, ça va être celui de faire du report modal, donc de favoriser les modes de transport qui sont moins émetteurs, donc globalement moins d'avions, moins de voitures pour le transport de voyageurs et plus de trains, de transports en commun, ou aussi après de modes actifs. On pourrait se dire que c'est pas adapté pour la longue distance, mais finalement, si au lieu de partir en avion à l'autre bout du monde, vous faites du cyclotourisme en France, quelque part, c'est un report modal de l'avion vers le vélo, donc ça peut aussi marcher. Ensuite, le troisième levier, c'est le levier du remplissage des véhicules. Donc il y a notamment en France un potentiel sur le covoiturage, mais on peut aussi parler du remplissage des avions. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est que le taux de remplissage, on peut l'entendre comme le pourcentage des sièges dans l'avion qui sont bien occupés par une personne pour éviter de faire circuler des avions à vide. Ça, globalement, c'est quelque chose qui est déjà quand même assez largement optimisé parce que c'est évidemment dans l'intérêt des compagnies de bien remplir leurs aéronefs. Mais en tout cas, historiquement, ce qu'on a pu voir sur l'ensemble de l'avion, de l'aérien dans son ensemble, c'est en tout cas un mouvement vers des avions de plus en plus capacitaires, donc des avions de plus en plus gros, qui ont de plus en plus de place. Et donc, en moyenne, en tout cas, le nombre de passagers par avion a eu tendance à augmenter assez fortement, que ce soit en France, dans le monde, les trajets internationaux, etc. On s'est tourné vers des avions, en tout cas, de plus en plus gros, et ça a été un des leviers utilisés, en tout cas, pour améliorer l'efficacité énergétique globale des avions, notamment par kilomètre parcouru. Il y a eu des progrès très forts, donc c'est là qu'on voit qu'il y a un lien entre, en gros, le facteur de remplissage des véhicules et d'efficacité énergétique des véhicules. Après, ça peut être d'autres leviers sur l'efficacité, ça peut être sur la forme des avions, ça peut être sur l'efficacité des moteurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup cité par le secteur aérien, en tout cas les très forts progrès qui ont été faits en termes d'efficacité énergétique par le passé, et c'est vrai. Il y a, en tout cas, si on compare par rapport au début aux années 50, 60, en gros, aujourd'hui, par kilomètre parcouru par un voyageur, c'est de l'ordre de 4 fois moins d'émissions.
Donc cela ne veut pas dire que c'est OK aujourd'hui parce qu'on est à des émissions très faibles. Mais en tout cas, il y a en effet eu des progrès, mais qui nous ont amené, en tout cas, à des émissions par kilomètre, comme on a vu tout à l'heure, qui sont à peu près au même niveau que la voiture. Donc ça reste des émissions élevées, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour confirmer qu'il y a eu des progrès, mais qui restent, qui font pas pour autant qu'il n'y a plus de problème aujourd'hui. Et puis le dernier des leviers, c'est l'intensité carbone de l'énergie ou la décarbonation de l'énergie, c'est de pouvoir utiliser des énergies qui émettent moins de CO2, donc de remplacer le pétrole du coup par d'autres vecteurs énergétiques, que ce soit, on a cité l'hydrogène, on a cité les biocarburants, l'avion électrique, mais ça ce sera vraiment pour des faibles capacités, des faibles distances, mais voilà, il y a des développements de petits avions électriques quand même, mais qui ne changeront pas grand-chose au problème global. Et après on peut citer aussi les carburants de synthèse, donc là qui doivent être produits à partir d'hydrogène. L'hydrogène qui lui-même doit être produit à partir d'électricité décarbonée si on veut qu'à la fin le bilan carbone soit intéressant. C'est quelque chose qui est extrêmement peu développé aujourd'hui et qui pourra être confronté, tout comme Charles-Adrien le disait sur les biocarburants, à des limites en termes de disponibilité, parce qu'il faudrait des quantités d'électricité décarbonée assez énormes si on voulait pouvoir remplacer les consommations de kérosène aujourd'hui par ce type de carburant de synthèse qui a l'avantage en tout cas de pouvoir s'appliquer aux avions actuels. Il n'y a pas besoin de développer des nouveaux avions, des nouvelles motorisations, etc. pour ce type de carburant, mais c'est quelque chose qui est vraiment au tout début des recherches, en tout cas sur ce type de carburant. Donc voilà un peu les 5 leviers qui peuvent être cités en tout cas pour voir comment on peut atteindre les objectifs de baisse des émissions de CO2 des transports et en particulier on peut l'appliquer aussi à l'aérien. Merci beaucoup. Et donc, bon voilà, on a essayé de vous brosser un tableau un petit peu complet, mais aussi d'ouvrir sur les tables rondes qui auront lieu cet après-midi et demain, puisque notamment sur la question de l'amélioration de l'efficacité, on aura une table ronde à 13h30 sur donc technologie, organisation, sobriété, quel avenir pour le secteur, et puis sur les questions de report modal et ou bien de demande en transport, en tout cas quelle est la sociologie de l'avion. Il y a une table ronde, enfin je vous renvoie à la table ronde idées reçues sur l'avion, démocratisation et low cost, qui aura lieu également cet après-midi. Voilà, j'espère que ça satisfait votre curiosité pour les chiffres et les vrais chiffres de l'aviation et que vous vous ferez plus piéger sur est-ce que c'est 1% ou 3 ou 6 ou 1, voilà, on va pas faire un contrôle. Et peut-être que tu voulais dire quelque chose en plus, Eric. N'hésite pas, vas-y. Oui, j'avais encore 2-3 chiffres que j'avais pas prévu. Désolé, mais il y a des slides. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Oui. Voilà. J'ai intitulé Voler un petit luxe, un petit entre guillemets. Qui prend l'avion? Alors, en fait, c'est surtout la classe aisée, et en fait, une petite partie de la classe aisée qui prend l'avion très souvent, les fameux frequent flyers, les grands voyageurs. Et alors, des chiffres que j'ai retrouvés, que j'avais un petit peu oubliés, mais qui m'ont beaucoup frappé en préparant cette table ronde, c'est ce que j'ai indiqué en dessous, je ne sais pas si vous le voyez bien. En Europe, c'était en 2010, les chiffres sont un petit peu anciens, mais je pense que c'est toujours à peu près les ordres de grandeur. 1% des ménages les plus aisés avaient une empreinte carbone avion de 22,6 tonnes de CO2 par an. Alors vous vous souvenez, un Français moyen, son empreinte carbone, c'est 10 à 12 tonnes. Donc les 1% les plus aisés en Europe, ils ont déjà une empreinte carbone avion le double de l'empreinte moyenne d'un Français. Et inversement, 90% des Européens prennent si peu l'avion que leur empreinte carbone avion est inférieure à 0,1 tonne de CO2 par an, donc quasiment rien. Donc c'est vraiment une consommation très, très focalisée sur les plus aisés. Alors, diapositive suivante. Voilà. Pourquoi
Pourquoi on prend l'avion? Alors là, ce premier slide, c'est pour la France, c'était en 2016, c'est 49%, quasiment la moitié des gens prennent l'avion pour loisirs, tourisme. Un bon tiers pour le travail, et le reste, c'est surtout des voyages familiaux. Voilà. Et au niveau mondial, donc c'est des chiffres donc diapositive suivante, c'est des chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. On voit que les loisirs, alors j'ai montré l'évolution, en 2000 c'était 50%, en 2014 52%, et maintenant c'est 55%. Donc la part du tourisme augmente. Alors c'est pas seulement sur l'avion, c'est pour l'ensemble des voyages de tourisme. Mais comme il y a de plus en plus de tourisme qui se fait par avion, c'est pas très loin de la vérité. Et le dernier slide montre que effectivement la part de l'avion ne cesse de croître dans les voyages touristiques internationaux. On est passé de 46% en 2000 à 59% maintenant. Et donc la route 35% et le train seulement 1%. Pour les voyages internationaux, donc hors frontières. Il faut voir la définition précise, mais ça donne déjà une bonne idée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça sera mon dernier point, c'est que en Europe en tout cas, le concurrent du train, c'est surtout la route. Pour les voyages longue distance. Et de manière étonnante, il y a beaucoup de voyages longue distance en Europe qui se font en voiture. Et beaucoup en avion, bien sûr, mais très peu en train. Si le train peut gagner aussi sur la voiture. Il n'y a pas que l'avion. Voilà. Merci beaucoup. Super, ça me permet de vous dire qu'il y aura des tables rondes sur le train, demain. Superbe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut passer le micro dans la salle, peut-être, pour qu'on prenne quelques questions, si vous en avez. Merci, Loïs. On a 2 micros qui peuvent... Ouais, donc n'hésitez pas à lever la main. Allez. Bonjour, je suis Dominique Lazarski et je représente des riverains d'aéroports. Je ne sais pas si nous sommes beaucoup de riverains d'aéroports ici dans la salle. Non, très peu. Donc, voilà, 3, 4, 5... je voulais revenir sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et les moyens que vous aviez proposés, enfin, vous aviez soulevé les avions plus gros et puis des moteurs différents, notamment on parle des open rotor. Voilà. Et là, on voit tout de suite le problème de nos deux intérêts qui s'affrontent. Puisque l'open rotor ou les avions plus gros, en effet, sont plus efficaces pour la lutte contre l'impact climatique, mais en revanche, c'est une catastrophe pour les riverains d'aéroports. Ils sont plus bruyants et les émissions sont quand même plus importantes sur les riverains d'aéroports, même s'ils consomment moins par passager, par kilomètre transporté, ils émettent beaucoup plus de polluants chimiques au-dessus des riverains. Et donc, l'impact sur la santé des riverains est important. Donc, il va falloir trouver les solutions pour que on puisse conjuguer et ne pas mettre en concurrence les impacts, la lutte contre l'impact climatique et la lutte contre l'impact sur les riverains. Merci. Merci, Dominique. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou c'est... Peut-être oui, juste en tout cas je suis d'accord. Et en plus c'est quoi les gains d'efficacité énergétique, il y a plein d'interactions entre les différents leviers en tout cas. Et la grosse interaction qu'il y a là-dessus, c'est que s'il y a eu des gros progrès sur cette partie-là, c'est ça qui a permis de faire exploser la demande de transport, parce que ça permet de limiter les coûts. Et le fait d'avoir des avions plus gros, ça permet aussi quelque part de gagner de la capacité dans les aéroports, en tout cas d'avoir finalement avec un nombre équivalent de vols, parce que les aéroports ils ont une place limitée et il y a de la congestion dans les aéroports qui fait que le levier d'avoir des avions plus gros, plus capacitaires, ça peut être aussi un moyen de transporter plus de personnes
Et du coup, quelque part, ça se répercute aussi en émissions supplémentaires, en nuisances supplémentaires aussi pour les riverains, avec une capacité constante. Après, quand la capacité est saturée, il y a plein de projets d'agrandissement d'aéroports quand on est dans une perspective de toujours aller plus loin en termes de trafic. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a des interactions entre les différents leviers. Et ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que, en effet, quand on fait des gains d'efficacité, finalement, c'est dans l'intérêt du transport aérien. En tout cas, ça fait baisser les coûts et c'est une condition presque de succès aussi de cette croissance du trafic aérien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Ouais, bonjour, Jean-Baptiste Dusson, membre de Résistance Climatique. Charles-Adrien, j'avais une question sur le graphique que tu nous as montré à ta deuxième intervention. Il y avait un truc qui était sur croissance neutre en carbone, la Carbon Neutral Growth. Je veux bien que tu commentes juste en 1 minute de pourquoi on parle de ça sur ce graphique, si c'est possible. En fait, ça c'est l'objectif, en tout cas l'engagement du secteur aérien international. Donc c'est simplement la courbe qui représente le fait que l'aérien, à partir de 2019, n'émettra pas plus de CO2 qu'il n'a émis en 2019 chaque année. Avec un bémol, qui est celui que je disais, c'est qu'en fait la courbe réelle, c'est pas celle-là, c'est celle en haut. Et que toute la partie rouge, en fait, c'est un engagement de compensation du secteur, mais qui a toutes les dérives, et ça je crois que Eric, tu as une fiche dessus, non peut-être pas là, mais qui a toutes les dérives de la compensation, c'est-à-dire qu'on compense en 25 ans les émissions d'une année, on ne sait pas si avec les changements climatiques, etc., ces éléments vont rester, etc. Donc on va dire que c'est l'engagement, mais si on veut être clair, les émissions directes du secteur aérien seront en haut, et ça, c'est un mécanisme de compensation qui nécessite d'être démontré et qui, encore une fois, est concurrentiel de tous les autres mécanismes de compensation. Et aujourd'hui, peut-être un mot dessus, parce que on en parle souvent, il y a un indicateur qui, pour moi, n'est pas bien compris par les gens. On dit que l'humanité vit au-dessus de ses moyens et qu'elle consomme 1,6 planètes par an. En fait, à quoi il correspond ce chiffre ? Ça veut dire que si on faisait tout avec ce qu'il y a sur la surface de la Terre et qu'on ne puisait pas dans les sous-sols, il nous faudrait 0,6 planètes de plus que ce que l'on a aujourd'hui. Et donc ça veut dire que dès qu'on parle de mécanismes du style on va garder la même chose mais on va faire des biofuels, on va garder la même chose mais on va compenser carbone par d'autres choses, etc., et ça marche que si on a 0,6 planètes de plus, on ne les a pas. Donc en fait, ça ne marche pas. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer en disant le problème entre tous les secteurs, c'est qu'en fait, quand un secteur dit « moi, j'ai ma manière d'arriver à la neutralité carbone », en fait, il dit les planètes existantes, c'est pour moi, et les planètes factices, c'est pour vous. Et ça, c'est physiquement pas possible. Donc, d'où les nécessités des mesures de sobriété que présentait Aurélien, qui sont fondamentales. Je vais peut-être rajouter un mot pour la question de Jean-Baptiste. C'est que en fait, l'objectif de la profession, c'est pas la neutralité carbone, comme l'a montré Charles-Adrien, c'est moins 50% en 2050. Donc on est loin de la neutralité. Oui, il s'engage à une croissance neutre en carbone, c'est-à-dire de pas... et encore, c'est neutre grâce à la compensation. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour Alain. Bonjour Aurélien. On a eu l'occasion de nous échanger depuis quelques temps sur ces travaux. Moi, je travaille au ministère de l'Éducation, je viens des télécoms, de l'aéronautique. Et depuis 4 ans, je travaille à l'école des ponts justement sur ce sujet, sur les aéroports, la pollution, les riches, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai cherché justement les chiffres, j'ai cherché les trouver et je les ai analysés comme un chercheur. C'est-à-dire qu'en premier, par exemple, la pollution. J'ai vu par exemple, il y a un travail qui a été fait, on voit un magnifique graphique sur la quantité de CO2 suivant les années. On voit par exemple 2009 qui a atteint un certain sommet, mais on voit surtout 2020, ça atteint la même totalité de CO2. Sauf qu'entre-temps, il n'y a plus l'avion. Premier problème. Donc résultat, avion là, avion pas là, la quantité de CO2 en 2019 et 2020 à peu près exactement la même. Qu'est-ce qui est vraiment le poids de l'avion là-dedans ? Second élément, qu'est-ce que j'ai vu ? Oui, Aurélien. Juste, oui. Entre 2019 et 2020, la quantité de CO2 est la même entre quoi et quoi ? Entre 2019 et 2020. Je crois que c'est l'IAE qui a fait ce travail-là, où on voit effectivement ta somme de CO2 total sur toute l'année. On voit 2019 un montant et 2020 est quasiment le même. Donc entre-temps, il n'y a plus l'avion. L'avion a quasiment disparu
Mais c'est un total France entière, c'est Non, pas seulement monde. l'avion, Non, c'est où monde. Ah, monde. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est d'où ma interrogation. Encore une fois, c'est interrogation. Second point, justement, on en parlait justement les 1500, etc. Le travail qui a été fait, effectivement, mais c'est à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit la quantité de CO2 à l'heure. Sauf qu'une heure d'avion, il y a quelqu'un qui ferait peut-être 1 heure de transport rien en avion par an, peut-être. Sauf qu'on est tous les jours en voiture. C'est-à-dire qu'on utilise tous les jours, pendant 1 à 2 heures, sa voiture. Donc le calcul qui a été fait, j'ai refait le calcul, effectivement, on voit la somme totale d'heures d'utilisation d'une voiture n'a rien à voir avec la somme totale d'heures d'avion. Donc dire que l'avion, effectivement, durant 1 heure pollutant, oui, c'est possible. Et c'est en scope 2, c'est pas en scope 3. Donc on a aussi un écart là-dessus. Et derrière, on a effectivement, pour 1 heure, pourquoi pas, mais on fait des estimations. Et en plus de ça, c'est 1 heure. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on prend l'avion, je viens de le dire, on va autorisé cette année, peut-être, tiens, on aura fait, tiens, on part en vacances, par exemple, à Ibiza, par exemple, un petit aller-retour, ça fera quoi, 3 heures, mais on aura utilisé 3 heures l'avion durant toute l'année. Sauf sa voiture, on utilise 2 heures par jour. Ça fait 700 heures. Donc le calcul est différent. Qui plus est, les calculs, on a aussi la problématique des trains, c'est-à-dire qu'on parle du train, mais là on parle de l'aviation française. L'aviation française, c'est avec de l'énergie nucléaire. J'ai regardé les travaux aux États-Unis. Notre petit train, on a fait les calculs à Boston, par exemple. On prend notre train régional, il pollue plus que l'avion. C'était calculé par les travaux de Structure MIT qui a fait le travail, parce qu'à Boston, on prend un train régional, mais il n'est pas nucléaire. Donc là, c'est intéressant, mais on a l'avantage en France, on va dire, que c'est du nucléaire. On prend, tiens, juste nos chers voisins allemands, c'est la centrale au charbon. Et l'électricité qu'on aura pour faire déplacer le train en Allemagne sera par le biais du charbon. Voilà. Et le petit dernier, j'ai travaillé sur celui-là aussi, c'est très intéressant, les riches prennent leur avion. La source, c'est laquelle? J'ai commencé à analyser justement qui prend l'avion. Quelles sont les bases de données qui ont été utilisées? Et là, j'ai regardé les différents auteurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais surtout, on en parlait tout à l'heure avec Johan, parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. La problématique, c'est comment sont faits les calculs, avec quoi, avec qui, pourquoi. C'est-à-dire que j'ai regardé par exemple nos amis philippins, il y a 20 ans, ils ne prenaient pas l'avion. Les statistiques, effectivement, très peu de Philippins, parce qu'il y en a très très peu. Aujourd'hui, plein d'amis philippins prennent l'avion. Pareil pour l'Inde. La problématique, c'est les calculs d'actualité. Et là, j'ai recommencé à refaire les calculs. Et là, on a toujours le problème de chiffres. On a donné plein de chiffres très intéressants, mais il faut qu'ils soient actualisés. J'ai publié pas mal de petits trucs là-dessus pour justement qu'on actualise ça. Encore une fois, c'est apolitique, c'est neutre, je travaille au ministère de l'Éducation. Je veux simplement qu'on puisse donner aujourd'hui des chiffres qui soient en corrélation. C'est pour ça que je reprenais le truc des heures. On prendra peut-être 1 fois 1 heure durant l'année l'avion, mais on prendra tous les jours pendant 2 heures sa voiture. Et en plus de ça, la voiture, il y a tout ce qui est pollution qu'on oublie toujours de calculer, les freins, les pneus, etc. Ou les calculs que j'ai commencé à regarder aussi, très intéressants, mais on les a pas non plus. Voilà, c'est juste ça. Est-ce que... C'est quoi le message? On peut continuer exactement comme avant? Non. Alors, le message, c'est de dire qu'il faut faire attention. Alors justement, c'est pour ça que je fais ces travaux-là. Le trafic aérien augmente, mais on va rester après-midi. J'ai vu il y a quelqu'un de la SNECMA qui vient. C'est qu'est-ce qui pollue vraiment? C'est-à-dire qu'on ait les vrais bons chiffres. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai commencé à les recalculer. Entre ce qu'on voit qui est présenté, par exemple, les vilains riches prennent l'avion, on a maintenant plein d'amis en Inde qui prennent l'avion et ils ne sont pas si riches que ça. On prend l'aéroport de Beauvais, il n'y a pas énormément de très riches qui prennent l'avion à Beauvais. Et on peut trouver plein de villes comme ça. Ce qu'il faut juste, c'est trouver la bonne data. Et ça, c'est important, parce que plus j'ai cherché, moins les datas, je les trouve. Alors, on a plein de chiffres qui sur la apparaissent. bonne data, peut-être que Aurélien, tu peux répondre. Travailler Aurélien là-dessus. Donc c'est juste, qu'est-ce qu'on exploite, et c'est ce qui était dit par Chaudrien. On a plein de chiffres. Qu'est-ce qu'on prend? Et d'ailleurs, il faut trouver en plus d'actualité. C'est pour ça que je parlais. Hier, effectivement, il y avait plein de riches qui prenaient l'avion, et tout à fait d'accord, mais c'était en 1960. Pas en 2020. Alors c'est le débat maintenant. Peut-être. Pour ça. Ouais. Oui, peut-être sur les chiffres par heure de transport. En tout cas, comme je le disais, ça dépend de la question qu'on se pose. Donc il y a des cas où regarder par kilomètre parcouru, c'est plus pertinent. Il y a des cas où, quand on veut regarder un peu les effets de report modal et de report de destination qui va en même temps, les chiffres par heure peuvent être plus intéressants. Après, c'est sûr que la voiture, on l'utilise beaucoup plus d'heures, et c'est d'ailleurs pour ça que malgré ces émissions de l'ordre de 10 fois moindres par heure de transport, en France, la voiture reste plus émettrice au global
que le transport aérien, parce qu'il y a beaucoup plus d'heures de voiture que d'heures de transport aérien. Après, là où on peut comparer l'heure de voiture avec l'heure de transport aérien, c'est plutôt sur la longue distance. C'est-à-dire que la voiture, l'immense majorité des heures de transport qu'on a en voiture, c'est bien évidemment pour des déplacements du quotidien sur lequel l'avion est très peu en concurrence. Et sinon, en moyenne, c'est plutôt 1 heure de transport par jour et par personne. Donc en moyenne, la voiture, c'est un peu en dessous parce qu'on ne fait pas non plus que de la voiture. Et il y a quand même un exemple dans le monde d'une personne, en tout cas, qui fait en moyenne 1 heure d'avion par jour. C'est Bill Gates, et il fait en jet privé aussi, et son empreinte carbone est dans une publication, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'était 1600 tonnes de CO2 juste sur son transport aérien. Après, peut-être alors j'ai plus forcément en tête toutes les questions, il y a en tout cas sur l'impact carbone du train en comparatif, en effet mes chiffres étaient sur la France. Après, sur l'électricité, en tout cas, par exemple en Allemagne, en fait, le train par rapport à l'avion a un peu il y a plusieurs facteurs qui expliquent que l'empreinte carbone en France est de l'ordre de 50 fois moins élevée, ce qui est complètement énorme comme chiffre quand on voit que des fois on essaie d'avoir des gains de 1-2% par an, etc. Si l'empreinte carbone est beaucoup plus faible sur le train, c'est parce que notamment il y a une efficacité énergétique du transport ferroviaire qui est plus forte, notamment le contact rail-roue, etc. Ça c'est des choses qui en tout cas sont très efficaces énergétiquement, donc ça c'est quelque chose qui est aussi valable en Allemagne. Et après il y a aussi le fait que l'électricité est assez largement décarbonée du coup en France, ce qui est moins le cas en Allemagne, mais dans tous les cas, le train par kilomètre parcouru reste quand même plus intéressant que l'avion, y compris en Allemagne. Et surtout, on peut imaginer que le mix électrique se décarbone plus rapidement, en tout cas, que va pouvoir le faire le transport aérien dans les années à venir. Pour le coefficient, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une étude de la DGAC, je peux te l'envoyer, celui qui avait calculé les 7 à 8. Tu l'as pas celui-là. Le coefficient, c'est-à-dire quand il va effectivement, le train, c'est 50 fois moins que l'avion, mais tu as eu un travail à DGAC qui montrait, je ne sais plus ce que je en tête, que c'était plutôt 7 à 8 dans ces calculs à lui. Donc la problématique, et encore, il ne faut pas oublier, on parle du TGV, on ne parle pas des trains régionaux, qui sont très polluants. Il y a un autre travail là-dessus qui montre que les trains régionaux, c'est du fuel et ça pollue vraiment. Plus le taux d'occupation, j'ai calculé aussi, votre taux d'occupation des trains régionaux étant très faible, il pollue, c'est atroce. Ouais. Peut-être qu'on va du coup parler de la question des usages. Je vais juste répondre sur les données sur les riches. Je serais très intéressé par avoir vos propres données parce que moi j'en ai collecté beaucoup. Elles sont toutes à peu près convergentes. Alors c'est vrai qu'elles sont parfois un peu anciennes parce qu'il n'y a pas des enquêtes tous les ans. Par exemple, en France, il y a une enquête transport qui a lieu tous les 6 ans. Non, il y a celle de la DGAC, la dernière, c'était 2016. Il y a l'enquête nationale transport-déplacement, la dernière qui était vraiment complète, c'était 2008. Et là, il y en a eu une qui a été réalisée sur 2018-2019, dont on attend toujours les résultats. On peut espérer qu'il y aura des nouveaux chiffres là-dessus, plus actualisés pour le coup. Voilà, et pas publié. Et c'est juste peut-être pour compléter, parce que en fait, ça c'est un souci, c'est l'accès aux données, parce que ce sont des données qui existent, puisque c'est impossible de prendre l'avion sans être enregistré quelque part. Donc toutes ces données existent, elles peuvent être anonymisées, elles peuvent être transmises, sauf qu'il y a un fort déficit de transmission de l'information dans ce secteur-là, et auquel toute personne qui fait un peu des travaux de recherche pâtit. Donc ça c'est un levier sur lequel on travaille. Juste peut-être, parce que tout à l'heure, moi j'ai pas bien compris comment en 2020 on pouvait être au même niveau d'émissions de CO2 que 2019. Pour moi on avait diminué avec tout l'effet Covid, mais juste pour rappeler que chaque année les émissions de CO2 augmentent, et elles augmentent plus que la quantité de l'aviation, puisque c'est là, sur la dernière décennie, on est de l'ordre de 2 à 2,5% par an. Et voilà. Donc, ce qui n'annule absolument pas l'effet de l'aviation, ce qui veut dire que dans tous les secteurs, on doit progresser, et de manière drastique. Et peut-être une donnée, moi je trouve parlante, c'est depuis qu'on sait qu'il y a un problème sur le climat et que du coup on fait des COP, donc depuis la première COP, c'était il y a 26 ans, on a émis plus de la moitié du CO2 de l'atmosphère de l'humanité. C'est-à-dire que de 1750 à 1990, ça équivaut à peu près à la même chose que de 1914 à 2021.
Merci beaucoup. On va peut-être prendre d'autres prises de parole de la salle. Je suis désolée. On pourra en parler à la pause. Oui, monsieur, oui. Allez-y. Donc, je me présente, Pascal Legendre. Donc, je travaille dans une compagnie aérienne. Je suis aussi syndicaliste. Et donc, par rapport à ce qui a été indiqué sur les avions de plus en plus gros, le problème n'est pas là, puisque c'est la consommation. Les A380 ont été rangés, ont été bougonnés au travers des différents pays, et ils ne sont plus utilisés, non pas pour un problème surtout pour un problème de rentabilité. Et concernant, il y a un autre aspect qui a été utilisé par les derniers gouvernements, qui était le fait d'utiliser le biais des transports de 2 heures et demie, qui était inférieur en temps de transport par rapport au train. Et ce biais-là, cette étude-là a été utilisée pour limiter l'accès, limiter le nombre d'avions en France. Alors cette étude, elle existe depuis 1982 et elle n'a été, même avant, puisque c'était l'INREX qui avait fait cette étude. Et cette étude, elle n'était pas dédiée à la limitation elle n'était pas dédiée à la limitation comment ça s'appelle ? Excusez-moi, je perds mes moyens. Par l'utilisation, la limitation de la pollution, mais plus pour des problèmes de rentabilité et de transfert c'était de l'économie de marché qui avait été faite à ce moment-là. Donc c'était simplement pour indiquer que c'est avant tout des problèmes économiques qui sont liés au travers par des compagnies aériennes plutôt que des économies de... Excusez-moi. Merci. Vous voulez réagir peut-être? Peut-être un mot sur les trajets courts en avion. Donc le Paris-Bordeaux va être supprimé. Je ne sais pas si c'est déjà fait. C'est acté dans la loi en tout cas. Mais ce qu'il faut savoir, ce que peu de gens ont réalisé, c'est que en fait, dans la loi, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que les créneaux d'atterrissage à Orly, parce que Orly est un aéroport qui est congestionné et qui est saturé. Donc les créneaux qui vont être libérés, ils vont être réattribués à des vols plus longs et plus polluants, parce que forcément, Paris-Bordeaux, c'est le plus court. Et on avait demandé à ce que ces créneaux ne puissent pas être réattribués, et ça n'a pas été inscrit dans la loi. Donc finalement, je serais assez d'accord avec vous, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que ça risque d'être pire que le mal. Peut-être un complément sur le premier chiffre, sur le fait que les A380 ne sont plus utilisés. En fait, c'est quelque chose qui est intéressant à la fois en positif et en négatif. C'est que le secteur aérien a beaucoup travaillé au remplissage des avions aussi. Et c'est ce qui fait que la part des émissions par passager a beaucoup diminué sur les 2 dernières décennies. C'est parce qu'on remplit plus les avions. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'au lieu de faire voyager des places vides, le surpoids d'une personne dans l'avion est très faible par rapport aux émissions évitées de faire décoller un deuxième avion. Ça, c'est l'aspect positif du passé. L'aspect négatif du futur, c'est qu'on a atteint des taux de remplissage qui sont très bons dans l'aviation aujourd'hui. Et ce qui fait que ce levier-là, malheureusement, n'est plus utilisable de la même manière dans le futur. Donc on arrive à une forme de limite. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas économiquement rentable de faire plus gros comme avion. Donc ça veut dire que les tendances de baisse des kilomètres par passager, des émissions par kilomètre passager, ne seront plus faisables par ce moyen-là, alors que c'était le principal levier utilisé sur les 2 dernières décennies. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question peut-être, ou 2 dernières, tous les 2. Allez. Oui, moi je voulais simplement faire une remarque, c'est qu'on a assez peu parlé des transports professionnels. J'insiste là-dessus parce que moi-même j'ai fait des longues distances pour des transports professionnels, pour des résultats qui, à mon avis, ne valaient pas la peine. Par exemple, je suis une fois allé à Madagascar pour donner une conférence.
Et il me semble justement qu'un des moyens de transport, aujourd'hui on a les téléconférences, et il me semble justement qu'un des moyens de transport modal qu'on n'a pas envisagé, c'est que ce genre d'action pourrait se faire à l'avenir par téléconférence. Deuxième chose, plus marginale, celle-là, c'est que personnellement, je voyage pas mal dans toute l'Europe. J'ai beaucoup pris l'avion, à des moments même où je ne me posais pas de questions sur l'empreinte carbone de mes déplacements. Et je pense aujourd'hui que pour aller à Bruxelles, par exemple, j'envisage d'aller à Bruxelles pour raisons à la fois familiales et touristiques, eh ben on peut prendre plutôt que d'y aller en voiture comme on faisait habituellement, on peut prendre le train et louer une voiture sur place. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On va prendre peut-être la deuxième question et puis ensuite les réactions. Ouais, juste derrière. Ah oula. Je suis le mauvais exemple, il faut parler avec le masque dans le micro. Oui. Bonjour, Damien Rietz, je suis photographe et je me suis posé une grande question sur mon empreinte carbone depuis 1 an. Et moi je voulais savoir par rapport à ce qu'on a le droit de polluer, vraiment, est-ce qu'on peut prendre l'avion ? Bonne question, très très bonne question. Alors, c'était le titre de l'étude que j'ai fait, donc du coup, je vous invite à lire tout ça. En fait, la réponse, elle dépend de chaque personne. En fait, c'est là où on ne peut pas dire non, on ne peut plus prendre l'avion, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont, pour laquelle la légitimité de la prise de l'avion est discutable plus que d'autres. Typiquement, on a souvent l'exemple, quand on parle de fermer des petits aéroports régionaux, des transferts de dons d'organes nécessaires pour l'hôpital du coin, l'hôpital universitaire du coin. Bon, ce qui est un faux argument de mon point de vue, puisque même avec un aérodrome et sans aéroport, on pourrait toujours faire ces transferts d'organes. Mais là, on parle de quelque chose qui est légitime, en tout cas qui interagit avec d'autres éléments. Par contre, une personne individuelle, doit-elle s'arrêter de prendre l'avion ? En fait, je reviens à ma réponse systémique, c'est le monde n'est pas organisé pour ça aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'avantages qui sont souvent cités de l'aviation, et notamment qui permet un transfert de culture, qui permet des échanges et qui permet peut-être un monde un peu plus apaisé. Quoique, bon. Aujourd'hui, c'est sûr que dans le mode de système de société tel qu'il est organisé, ça semble difficile d'imaginer ça sans l'aviation. Mais on pourrait imaginer des modes où on a des périodes de congés qui sont plus grandes, où on a des moyens de travailler qui sont différents, et on parlait du télétravail, etc., pour un certain nombre de personnes, qui pourraient permettre d'avoir toujours cette capacité à aller à la rencontre de l'autre sans avoir besoin de prendre l'avion. Maintenant, peut-être pour arriver sur un dernier point, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que l'humanité, elle est dans sa phase de négociation. Elle a compris l'enjeu climatique, mais elle est en train de négocier en disant « Ah, mais dans chaque secteur, est-ce que je pourrais pas faire encore un petit peu de ci, encore un petit peu de ça ?» Alors que les études tombent comme des couperets chaque année sur le GIEC, sur la biodiversité avec l'UICN qui s'est tenu récemment, etc., etc. En fait, la réponse, elle est clairement non, il faudrait arrêter. Aujourd'hui, au niveau anglais, vous avez des études qui ont été faites et des solutions qui ont été proposées qui disaient ok, peut-être que l'avion propre, on sera capable de le faire tant qu'il n'existe pas, on cloue les avions au sol, et par contre on garde les infrastructures, et dès que l'avion propre il existe, on pourra se repermettre de voler. Mais en attendant, chaque avion qui vole et qui vole loin, ça reste des émissions de CO2, et tout à l'heure on en parlait, si vous voulez être cohérent dans votre empreinte carbone, l'objectif qu'on vous dit c'est la neutralité carbone, c'est 1,3 tonnes équivalent CO2. Si vous regardez, et Résistance climatique notamment, qui a pris la parole tout à l'heure, avait fait un guide là-dessus, il n'y a pas la place de prendre l'avion avec ça aujourd'hui. Dans 1,3 tonnes équivalent CO2, ça c'est certain. Par contre, il ne faut pas croire qu'une personne qui reste... on ne peut pas individuellement tous être à cette empreinte carbone-là si ce n'est pas une organisation systémique, s'il n'y a pas une volonté nationale et internationale, et s'il n'y a pas des engagements de toutes les collectivités territoriales pour permettre cette vie et ces déplacements. On n'a pas trop parlé du vélo parce que là on était sur les longues distances. Le vélo c'est un moyen de transport décarboné, mais non sécuritaire dans beaucoup d'endroits. Tant que c'est pas sécuritaire de se déplacer en vélo, on ne peut pas jeter la pierre sur quelqu'un qui en race campagne se déplace en voiture.
Merci beaucoup, Clal. Et je pense qu'on va clore donc cette table ronde sur ces paroles. Voilà, il y aura d'autres tables rondes qui traiteront justement de cette question du rapport au voyage et à l'imaginaire. Juste pour la petite anecdote, moi je suis allée en Ouzbékistan en train pour le boulot. Voilà, ça se fait. Mais bref, la fin de l'avion, si on l'envisage comme telle, c'est pas la fin du voyage, pas forcément. Mais en tout cas, cette question doit se poser chez chacun de nous. On va clore là-dessus, et puis on va aller déjeuner, je pense. Héloïse, un petit mot. Merci à tous. Merci.